Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. Ministre chargé de la ville et du logement. Avec vous, on va faire un tour d'horizon de l'activité de l'immobilier, du logement, parler de construction, parler de plan de relance. Mais tout d'abord, et c'est d'actualité, ça concerne la vie quotidienne des Français, les annonces d'Édouard Philippe sur la phase 2 du déconfinement. Et le Figaro titre ce matin en une: l'épidémie recule, la liberté revient. Est-ce que c'est votre sentiment, tout en restant bien sûr vigilant? Oui, c'est mon sentiment. C'est mon sentiment, et je crois qu'il est partagé par beaucoup de Français, de pouvoir, retrouver plus de liberté. Nous, ce peuple, autant attaché, à cette, liberté. Mais je crois que c'est aussi, le fruit, hem, de l'action de chacun d'entre nous, d'avoir, respecté l'ensemble des consignes, sanitaires, d'avoir, participé à cette lutte contre, ce virus. Mais au-delà de ce sentiment de liberté, chaque jour un peu plus, renforcé, je crois qu'il faut vraiment être très vigilant parce que le virus n'a pas disparu et il ne faut, cesser de le dire. Le virus, continue à circuler, beaucoup moins qu'avant, mais il continue à circuler et donc j'en appelle, mais comme l'ensemble des responsables, publics et politiques, au grand civisme de chacun d'entre nous pour, le plein respect de l'ensemble des consignes sanitaires qui sont, aujourd'hui, données. Mais cette phase 2 du déconfinement est effectivement une bonne nouvelle. Très bien. Alors, l'activité de l'immobilier, le marché a été paralysé pendant 2 mois. Pas de visite, pas de déménagement, quasiment pas de signature. Bon, depuis le déconfinement, ça repart avec en priorité les projets déjà engagés. Hier, les notaires ont tenu leur conférence de presse sur le bilan du premier trimestre. Alors, c'est encore évidemment trop tôt pour donner des chiffres sur les conséquences du confinement et de la crise. Il y aura sans doute, ce que disent les notaires, 150 000 transactions de moins que l'an dernier au niveau national. L'an dernier, on avait fait une année record à plus d'1 million de transactions. Mais ils ont déjà indiqué que les retours terrain de leurs confrères et des professionnels marquaient un bon redémarrage de l'activité. Est-ce également les retours que vous avez? Oui, c'est les retours que j'ai. Ce qu'on constate, c'est que d'abord, et c'est très important de le dire, il y a une confiance des Français dans leurs projets immobiliers. Plusieurs, enquêtes ont été faites. Je pense notamment à une enquête faite, avec, Se Loger, où on voit que à peu près 7 Français sur 10 qui étaient engagés dans un projet immobilier, aujourd'hui, a la confiance dans, la terminaison de ce projet immobilier. Donc une grande confiance et je crois que c'est important parce que, hem, tout secteur économique, il doit d'abord et avant tout être fondé sur une confiance et les Français ont confiance dans l'immobilier. Premier point. Deuxième point, on remarque également, une reprise de l'activité et on a d'abord, ce qu'on voit tous les jours, c'est-à-dire les Français qui retournent dans les agences immobilières et ça, on le sent, on le ressent, on le constate. Mais aussi le nombre d'actes authentiques électroniques passés depuis, la fin du confinement et le début du déconfinement. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'on revient à peu près au niveau, qui était celui d'avant le confinement. C'est-à-dire que ça repart et que cette reprise a été rapide et ça, c'est également, un signal très important à mettre, en place. Ça veut dire qu'au final, on sent que l'activité reprend, c'est indéniable. Évidemment, tout ce qu'on a vécu aura un impact à la fin de l'année sur, le volume global, c'est une évidence même. Enfin, on sent que l'activité reprend. Ce qu'on ne sait pas dire aujourd'hui, c'est quel est l'impact sur le prix de l'immobilier. Pour le coup, c'est trop tôt, on n'a pas assez de recul et donc on ne peut pas, le dire avec certitude. Et vous, votre sentiment là-dessus? Je sais que c'est très difficile, mais votre sentiment, parce qu'entre la pierre valeur refuge et l'éclatement d'une bulle immobilière, entre les 2. Bah, c'est très compliqué et c'est pas mon genre de faire, soit de la langue de bois, soit, des imprécisions. Donc c'est très compliqué à dire. Pourquoi c'est compliqué à dire? Parce que l'évolution des prix, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Les prix qui sont pratiqués sont les prix, le plus souvent, des transactions qui avaient déjà été enclenchées. Et donc c'est pas des indicateurs suffisants pour dire quelle va être la tendance. Premier point. Deuxième point, il y a une grande interrogation qui est: est-ce que la demande des Français vis-à-vis des logements a évolué? Je crois que c'est une vraie interrogation pour beaucoup de professionnels, avec, un certain nombre de convictions qu'on a tous.
il y a de nouveaux usages qui sont apparus. Le télétravail, par exemple. Le fait de pouvoir continuer une activité sans habiter au centre-ville d'une mégalopole. Euh, L'envie d'avoir un cadre qui soit différent de celui qu'on a parfois subi pendant le confinement. Et ça peut amener à de nouveaux usages ou à de nouvelles demandes quant au logement, y compris sur la répartition territoriale. Et donc, c'est très compliqué d'avoir une évaluation globale, précise des facteurs conduisant à une montée ou une diminution des prix. On va le suivre avec grande attention. Il y a évidemment d'autres facteurs comme l'accès au crédit, très important, qu'on suit aussi avec précision. Mais l'un plus l'autre ne me permet pas, au moment où je vous parle, de vous dire avec certitude ça va évoluer dans tel sens ou dans tel sens et en fonction des territoires. Ce qui est sûr, c'est que la confiance dans l'immobilier est là. Et ça, c'était pour moi un point essentiel. Alors, vous l'évoquiez justement, Julien de Normandie, avec l'expérience du confinement, le télétravail, toutes les études. Alors, il y a eu Se Loger, Figaro Immo est sorti également une étude qui marque un intérêt des Français pour prendre des distances avec les grandes villes, privilégier les résidences au vert, à la campagne, un engouement qui devra évidemment se confirmer et à voir si c'est une vraie tendance avec le télétravail. Est-ce que les villes moyennes vont en profiter? Est-ce qu'il n'y a pas aussi de risque de fracture des territoires ou d'avoir des marchés à plusieurs vitesses? Des marchés à plusieurs vitesses, il y en a toujours eu. Mais précisément, ces villes moyennes que vous évoquez étaient celles qui étaient impactées par ces marchés à plusieurs vitesses. Qu'est-ce qu'on constatait dans ces villes moyennes? Que le centre-ville, il périclitait, que les logements, ils se vidaient et que les commerces, ils étaient au fur et à mesure abandonnés, tout simplement parce qu'il y avait moins de personnes qui y vivaient. Bref, on constatait une paupérisation de beaucoup de ces centres-villes de villes moyennes. Et donc moi, si demain, à l'issue de tout ce qu'on est en train de vivre, le rebond se fait par les villes moyennes notamment, j'en suis l'un des plus grands fervents et des plus grands acteurs. Souvenez-vous, ça fait 2 ans que, au sein du gouvernement, nous avons lancé une politique publique dédiée à la redynamisation de ces centres-villes. Ça s'appelle la politique Action Cœur de Ville. Le seul dispositif fiscal que j'ai voulu créer et qui porte mon nom, le De Normandie dans l'ancien, il est précisément destiné à dire aux investisseurs, investisseurs particuliers, plutôt que d'aller investir toujours dans le même schéma d'investissement, venez investir dans le logement de ces centres-villes des villes moyennes. Et ça, je ne l'ai pas lancé maintenant, après la crise. Ça fait 2 ans que j'ai lancé ce dispositif. Comme quoi, je crois profondément dans le potentiel de ces villes-là. Et je pense effectivement qu'au lendemain de la crise, cette intuition, elle est confirmée. Et la crise nous oblige à aller encore plus vite. Aujourd'hui, le De Normandie dans l'ancien, c'est 300 villes qui sont éligibles. 300. Et il y en aura de plus en plus. Et j'invite vraiment tous les investisseurs à se tourner vers ce produit d'investissement locatif qui est extrêmement utile et qui est vraiment dans la tendance qu'on observe aujourd'hui et je suis sûr qu'il va se confirmer. Vous l'évoquiez tout à l'heure, effectivement, l'une des clés, hein, c'est bien sûr l'économie. On sait que pour l'immobilier, les taux d'intérêt ont boosté littéralement le marché depuis quelques temps. Alors, on a des taux d'intérêt qui restent bas, on est à 1,17% en moyenne toute durée confondue, mais voilà, les banques sont de plus en plus sélectives. Les hautes autorités financières indiquent et incitent les banques à freiner la distribution de prêts. Est-ce que c'est un danger? Danger bien sûr pour l'immobilier, mais surtout pour les ménages les plus fragiles d'accéder à la propriété. Ce qui est sûr, c'est que l'accession à la propriété, elle ne doit pas être réservée qu'à quelques-uns. On ne peut pas se dire, il y a suffisamment de personnes, il y a suffisamment de personnes qui sont potentiellement des acquéreurs pour que on convienne que d'autres doivent être laissés au bord du chemin. Ça, moi, jamais je ne l'accepterai. L'accession à la propriété, elle doit être possible, y compris pour les ménages modestes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a en place des dispositifs d'accompagnement de ces ménages modestes. Après, la question, c'est est-ce que les banques jouent le jeu? C'est-à-dire, est-ce que les banques délivrent suffisamment de crédits? Moi, j'en appelle véritablement en banque. Les banques doivent être des acteurs, évidemment, de la reprise économique, et tout le monde sait que l'immobilier et le bâtiment est un élément fondamental de la reprise économique. Et donc, on va suivre là aussi, avec mon collègue Bruno Le Maire, le comportement des banques dans l'octroi des crédits.
Et l'octroi des crédits, ça n'est pas que les critères. Parce que des autorités prudentielles mettent des critères pour éviter des situations de surendettement. Je crois que, que tout le monde peut le comprendre. Évidemment, c'est un sujet de protection. Mais que certaines banques ne délivrent pas ou pas assez de crédits pour d'autres raisons que ces critères, par exemple parce qu'elles ont été, pendant la crise, accaparées par d'autres sujets à gérer, ce que je peux comprendre. Mais ça ne doit pas durer. Il faut absolument que les banques reprennent une activité forte de soutien à l'immobilier pour toutes et tous, afin de permettre à chacun de mener son projet immobilier. Et ça, c'est plus un ultimatum ou c'est une recommandation en douceur? Ce Non, sera c'est un suivi, euh, c'est un suivi très clair que nous faisons auprès des banques. Euh, le pacte économique, le pacte pour faire en sorte que notre pays reprend, il repose sur cet esprit de faire bloc de tous les acteurs économiques et publics, et les banques sont l'un de ces acteurs. Et donc je dis tout simplement qu'il y ait des conditions émises par les plus hautes autorités prudentielles. Ça, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait des conditions. Pourquoi ça ne me choque pas? Parce que je veux éviter que certains Français se retrouvent dans des situations qui, à la fin, soient ingérables et les mettent en difficulté. Mais c'est une chose de mettre des éléments de protection, c'en est une autre de ne pas suffisamment être actif, de ne pas suffisamment délivrer les crédits et de se dire au final, ben moi, ma priorité aujourd'hui, elle n'est pas là, elle est autre part. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de frilosité, pour reprendre des mots couramment employés dans le secteur, il ne faut pas qu'il y ait de frilosité dans l'octroi des prêts immobiliers par les banques. Je le dis clairement. Je crois que c'est partagé et je pense que d'ailleurs, c'est tout l'intérêt, y compris du réseau bancaire, de le faire. Mais ne pas avoir de frilosité ne veut pas dire faire voler en éclats tous les systèmes de protection qui, là, sont nécessaires et je crois que tout le monde le comprend. Donc, il faut être proactif, il faut accompagner le secteur, nous, acteurs publics, mais aussi acteurs privés comme les banques. inciter à remettre des logements vacants sur le marché. Ça, c'est, j'imagine, et vous l'avez souvent évoqué, l'une des clés aussi de la relance. Et puis, parallèlement, on le voit, la mairie de Paris envisage de racheter des logements Airbnb pour ensuite les louer à bas prix pour les particuliers en difficulté. Est-ce que, selon vous, déjà, c'est une bonne idée ou pas? Vous savez, la mairie de Paris, elle a une relation très particulière avec Airbnb. Elle en fait un objet politique avec une position dogmatique. Euh, Airbnb, contrairement à ce que dit la mairie de Paris depuis très longtemps, et ça fait à peu près 3 ans que j'ai proposé à la mairie de Paris la mise en place des éléments permettant de mieux contrôler Airbnb. Le problème d'Airbnb à Paris, ça n'est pas de l'interdire, c'est de faire en sorte que ceux qui spéculent sur Airbnb, c'est-à-dire ceux qui font un achat d'appartement, retirent cet appartement du marché de la location pour ne faire que du Airbnb, eux, soient identifiés et sanctionnés. Parce que ceci est contraire à la loi. Mais par contre, si jamais vous, vous habitez Paris et que, parce que vous partez en vacances ou parce que vos enfants habitent Paris et ont besoin d'un complément de revenu pour payer leur loyer ou pour payer leur crédit immobilier, si eux, ils louent l'appartement où vous habitez, l'appartement qui sont leur propre lieu de vie, mais ça, moi, peu m'importe qu'ils louent sur Airbnb, ça n'a aucun impact sur le marché de l'immobilier. C'est l'appartement où ils vivent. C'est simplement de leur permettre d'avoir un peu plus de revenus pour souvent payer le prêt immobilier ou payer le loyer. Mais ça, c'est très bien pour eux qu'ils puissent continuer à le faire. Donc, sortons du dogmatisme, attaquons le problème là où il est, c'est-à-dire les personnes qui spéculent sur Airbnb, c'est-à-dire qui retirent des logements du marché pour ne faire que du Airbnb. Le problème, il est là. Et vous savez, moi, ça fait 3 ans qu'on l'a bien identifié, ce problème. C'est pour ça que j'ai modifié la loi, j'ai passé les textes d'application et j'ai permis, y compris à la mairie de Paris, d'avoir la liste de tous les appartements en location dite touristique pour savoir, appartement après appartement, quels sont ceux qui doivent être contrôlés. Parce que quels sont ceux qui, manifestement, sont ceux qui sortent du cadre légal et sont des objets de spéculation. Mais inversement, laisser tous les autres Français
qui trouvent ça très bien, qui leur permettent simplement de gagner un peu plus d'argent parce qu'ils louent là où ils habitent, de pouvoir le faire. Bref, de ne pas embêter les Français, mais de faire en sorte que les règles soient appliquées. Ça, c'est du pragmatisme, ça n'est pas du dogmatisme. Le volet construction, neuf et réhabilitation. Alors, la relance de l'activité, votre objectif, vous l'avez annoncé, que tous les chantiers reprennent d'ici fin mai. Nous sommes aujourd'hui le 29 mai. Où en est-on? Alors, je n'ai pas les chiffres sur l'ensemble du pays, on ne les a pas encore. Les derniers chiffres faits par exemple par la FPI pour les promoteurs en Île-de-France, qui a été publié il y a quelques jours, montrait qu'en Île-de-France, 95% des chantiers étaient repris. Ce qui montre que la dynamique, elle est là. Les derniers chiffres au niveau national que m'ont transmises les fédérations étaient au l'ordre de 72%, mais ces chiffres ont déjà plus de 10 jours, presque 15 jours. Donc on attend les nouveaux chiffres consolidés pour voir. Depuis la sortie du confinement, j'ai eu l'occasion de me rendre sur de nombreux chantiers. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'envie de reprise, elle est clairement là. Et donc, la dynamique pour la reprise, elle est très forte. Donc, je suis très content d'avoir fixé dès le début cet objectif ambitieux de reprise des chantiers avant la fin du mois de mai, parce que quand je vois les chiffres de la FPI en Île-de-France, je crois qu'ils donnent raison à cet objectif ambitieux qui en fait répond à cette envie manifeste de tous les acteurs du bâtiment, des artisans et de l'immobilier sur le terrain. Oui, effectivement, et la FPI Île-de-France annonce donc 95% des chantiers repartis. Ça correspond à plus de 60 000 logements en construction. Alors, il y a deux choses qu'on entend beaucoup de la part de professionnels. Tout d'abord, certains indiquent qu'ils ont peur que le fait de vouloir aller vite pour rattraper le retard, ça peut être le risque de dégrader la qualité des constructions, tout ce qui touche à l'architecture, aux matériaux. Et puis, ce qu'on entend aussi parallèlement, ce sont les délivrances des permis de construire. Les municipales qui ont gelé des permis de construire avant le confinement, des nouveaux chantiers qui ne pourront pas débuter avant fin 2020 ou début 2021, avec des impacts inévitables sur l'emploi, les entreprises du bâtiment. Qu'est-ce que l'on peut faire? Quels sont les leviers? Quels sont vos leviers? Alors, il y a beaucoup de choses là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que moi, mon sujet aujourd'hui sur le bâtiment, il est double. C'est d'abord d'accompagner la reprise. On vient d'en parler, il y a cette envie et les chiffres de la reprise montrent que la dynamique est là. J'attire l'attention de tout le monde sur un point qui pour moi est essentiel. Il faut aider nos artisans. Il faut refaire confiance à nos artisans. Parce que souvent, quand on parle de reprise de chantier, on pense aux gros chantiers de bâtiments avec le promoteur d'un côté, l'opérateur, le maître d'ouvrage. Mais il y a beaucoup de Français qui sont des artisans et qui aujourd'hui voient que la confiance entre les Français et eux, elle doit être totalement renouée. Et donc moi, j'en appelle aux Français en disant, faites confiance à vos artisans, faites retravailler vos artisans. Et pourquoi? Parce qu'on a mis en place avec tous les artisans, et notamment avec la CAPEB, qui est la Fédération des artisans, et son président qui fait un excellent boulot, qui s'appelle Patrick Liebus, on a mis en place un guide sanitaire pour s'assurer que tout artisan qui vienne chez vous respecte un certain nombre de règles. Donc, on peut faire confiance à nos artisans et donc faisons leur confiance et faisons en sorte qu'ils puissent revenir travailler, y compris chez nous. C'est extrêmement important parce que notre pays, il est fait d'un maillage d'artisans et il ne faudrait pas que ces artisans qui ont vécu vraiment une période très dure soient impactés très fortement dans la reprise. Ça, c'est le premier point. Et puis le Sur les deuxième permis de point, construire? Oui. exactement. Sur Ouais, le alors, deuxième point, les permis de construire, pourquoi ils sont essentiels? Parce qu'aujourd'hui, on vit avec les permis de construire d'il y a plusieurs mois. Et donc, moi, mon sujet absolu, c'est de faire en sorte que le creux dans le bâtiment n'arrive pas à l'automne. Et donc, il faut faire en sorte que toutes les autorisations d'urbanisme puissent être délivrées dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'était un travail avec une collégialité, c'est-à-dire avec les collectivités locales. Ce travail a été de faire en sorte que le maximum d'autorisations d'urbanisme puisse être donné pendant la période. On constate, après une enquête, que 70% des services instructeurs ont continué à délivrer et à fonctionner quasiment normalement. 70%. C'est plus que ce que certains imaginaient. Ça veut dire que la machine des autorisations ne s'est pas arrêtée. Mais aujourd'hui, et
de concert avec les collectivités locales. Notre rôle, c'est de faire en sorte que ce soit les services des mairies ou que ce soit les services de l'État, il y ait suffisamment de volonté politique de toutes parts pour faire en sorte que ces permis soient redonnés au maximum. Ça nécessitait notamment, d'une part, la mise en place des conseils municipaux qui viennent d'être mis en place pour toutes les mairies élues, et le fait que, si la situation sanitaire le permet et se confirme, le second tour des élections municipales dans les autres communes se tienne au mois de juin, va permettre aussi, évidemment, d'accélérer la reprise des permis de construire. Donc voilà tout ce qu'on fait. Je tiens à signaler d'ailleurs, parce que c'était des chiffres que j'attendais avec impatience, euh, dans les 3 mois qui ont précédé le confinement, nous avons eu une augmentation de ces autorisations de l'ordre de plus de 10%. Ça faisait aujourd'hui, c'est aujourd'hui un chiffre qui est très important pour moi parce que ça montre qu'après plusieurs mois où le secteur du logement n'allait à mes yeux pas suffisamment vite, eh ben, on observait cette reprise forte dans le secteur du logement. Malheureusement, il y a eu la crise. À nous de faire en sorte qu'on dépasse cette crise et on retrouve cette dynamique. Pour tirer les leçons du confinement, beaucoup s'interrogent, est-ce qu'on va construire autrement? Et puis on pense évidemment à construire plus de logements abordables. Comment? Pour moi, c'est l'objectif prioritaire. J'ai toujours dit que l'objectif, c'était quoi? C'était de produire du logement abordable et de rénover les logements dégradés. Alors, comment on fait pour produire du logement abordable? On va d'abord chercher les logements là où ils ne sont pas utilisés. Vous avez parlé tout à l'heure des logements vacants. On a lancé un grand plan de lutte contre la vacance à peu près 3 semaines avant le début du confinement. Donc, on va mettre en œuvre maintenant, conformément à ce que j'avais annoncé juste avant la période du confinement. On a un deuxième sujet qui est très important, c'est le logement abordable à travers les bailleurs sociaux, avec qui on travaille énormément, pour faire en sorte que ces logements sociaux ils puissent être accessibles au plus grand nombre, et on connaît les difficultés. Je passe les détails techniques là-dessus, mais c'est tous les soutiens financiers que nous apportons et que nous continuerons à apporter. Et après, le logement abordable, moi, je pense qu'il faut être innovant. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai beaucoup défendu dans la loi logement, la loi Élan, que j'ai portée il y a 2 ans, des mécanismes qui s'appellent les offices fonciers solidaires. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour la puissance publique de rester propriétaire du terrain et qui permet de vendre la propriété du bâti de manière beaucoup moins chère à des Français qui, à ce moment-là, sont pleinement propriétaires, sauf le terrain qui reste majoritairement de propriété publique. Ce que je note, c'est que ce qui était aujourd'hui un mécanisme pour des initiés très limités, aujourd'hui a fait des petits à peu près partout. J'ai inauguré les premiers logements à Espelette il y a 8 mois, et depuis lors, y compris à Paris, nous avons lancé ces offices fonciers solidaires. D'autres villes l'ont fait et c'est très bien assis. Moi, vraiment, je dis à tous les élus, on peut lancer ces offices fonciers solidaires. C'est une très belle mesure et la loi Élan vous permet de le faire beaucoup plus facilement. C'est des choses qui existent et qui avaient été déjà poussées lors du précédent quinquennat. Et puis donc, importance de la rénovation, de la réhabilitation que vous venez d'évoquer. Et cette réhabilitation, elle est essentielle parce que, mais vous m'avez souvent entendu le dire, moi je ne veux pas être le ministre uniquement de la construction, je veux être le ministre de la construction, de la rénovation. Alors, c'est pour ça que l'investissement locatif, euh, je ne voulais pas que cet investissement locatif, on dise à tous les investisseurs, venez juste investir dans le pavillon neuf. Non, venez aussi investir dans la rénovation d'un logement ancien dans un centre-ville que vous aimez, qui est le territoire auquel vous appartenez. Ça, c'est le de Normandie dans l'ancien. Et puis, vous avez la rénovation énergétique fondamentale. Et ça, moi, j'attire tous les Français vers un nouveau dispositif qu'on a créé qui s'appelle MaPrimeRénov', maprimerénov.fr. Elle a même fonctionné pendant toute la période de confinement parce qu'on voulait absolument faire en sorte que cette prime elle puisse être opérationnelle tout de suite. Donc, les services fonctionnent pleinement. MaPrimeRénov', ça permet de financer la rénovation énergétique des bâtiments. C'est très important.
Très bien. Dernier volet qu'on va évoquer ensemble, c'est le digital au service du logement et de l'immobilier. Alors tout d'abord, on a vu qu'avec le déploiement du télétravail, beaucoup se sont rendus compte que c'était indispensable, qu'il fallait aussi dématérialiser au maximum, dématérialisation au service du logement. C'est les leçons de cette crise, hein. Les entreprises doivent accélérer la digitalisation. Et puis à moyen terme, digital qui doit être pensé pour améliorer l'efficacité de toute la chaîne de production des logements, de la recherche foncière jusqu'à l'achat en VFA. Qu'est-ce qui vous a le plus sensibilisé pendant justement cette période de confinement sur l'aspect à la fois digital, télétravail, mais bien sûr dématérialisation? On en a parlé beaucoup, notamment au moment des signatures des actes authentiques de vente. Bah, je crois que surtout, ce qui est très intéressant dans cette crise, c'est de voir ce dont nous tous avons été capables, et je dis bien nous tous avons été capables, alors que souvent on disait c'est pas possible. Et vous savez, beaucoup aujourd'hui sont en train de se dire quel est le monde d'après. C'est peut-être moins impressionnant, c'est peut-être beaucoup plus humble, mais moi je crois que avant de se dire qu'est-ce que c'est que le monde d'après, déjà regardons avec lucidité tout ce que nous avons réussi à faire pendant la crise et essayons de faire en sorte que tout ce que nous avons réussi à faire pendant la crise, on le mette en œuvre après la crise. Et à ce titre, le numérique en est un formidable exemple. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? À faire en sorte, comme vous l'avez dit, que les actes authentiques signés devant notaire, aujourd'hui, soient totalement dématérialisés. Ça faisait combien d'années qu'on en parlait? On se disait à chaque fois, non, il y a une réticence ici, etc. On ne le faisait pas. On l'a fait, et je vais vous dire, ça se passe très bien. Deuxième chose que nous avons fait, c'est que les AG de copropriétaires, elles puissent se faire de manière dématérialisée. Pareil, ça fait combien de temps qu'on en parlait? On se disait à chaque fois, non, mais il y a une bonne raison pour ne pas le faire. On l'a fait et ça va commencer là dès le mois de juin et je suis sûr que ça va là aussi très bien se passer. Donc, moi, mon objectif, c'est de continuer à aller le plus loin possible. Par exemple, dans les autorisations d'urbanisme, on sait que c'est un véritable enjeu. On ne va pas assez loin encore dans la dématérialisation, à la fois pour demander l'acte d'urbanisme et pour l'obtenir. Donc ça, c'est un des chantiers très importants d'accompagner encore plus fort les collectivités locales et les services de l'État dans la numérisation de ces actes d'urbanisme. Et ça, c'est pour, on va dire, les aspects professionnels de l'immobilier. Bon. Mais après, il y a le côté usage au quotidien, non pas en tant qu'acteur immobilier, mais en tant que père, mère de famille, travailleur, etc. Et là, qu'est-ce qu'on observe? C'est que le logement est apparu comme un lieu avec de nouveaux usages par rapport à avant. Le télétravail en est un formidable exemple. Et le télétravail, ce qui est très intéressant, moi j'y crois beaucoup au télétravail, mais j'y crois beaucoup euh, avec énormément de questions qui se posent. Le télétravail, comment doit-il être organisé? Parce que le télétravail, on sait bien que ça peut aussi être un facteur d'inégalité. Il ne faudrait pas que notre société se transforme d'un côté avec des cols blancs qui télétravaillent et des cols bleus qui vont au travail. Ça a des enjeux de sociabilisation, évidemment. Ça a des enjeux d'inégalité territoriale, parce que le télétravail, il est possible si vous captez Internet sur votre portable ou sur votre ordinateur. Et donc, tout ça emporte beaucoup de considérations. Et donc, moi, je pense que là aussi, avec beaucoup de lucidité, il faut voir comment on accompagne les Français dans ces nouveaux usages. Mais avec une encre, une boussole, c'est de faire en sorte que le numérique ne soit pas un facteur d'accroissement des inégalités. Or, trop souvent, on a dit le numérique, ça va être génial, vous allez voir, grâce à ça, il n'y aura plus d'inégalités, notamment d'inégalités territoriales. Souvent, ça a été l'inverse en réalité. Et donc, il faut faire attention à ce que ces nouveaux usages soient toujours couplés au développement des infrastructures. Et il s'avère qu'au sein du gouvernement, on travaille beaucoup dessus. C'est un dossier que j'ai pris en charge lorsque j'étais secrétaire d'État avant de devenir ministre du Logement et de la Ville, de déployer les infrastructures du numérique. L'année dernière, je m'arrêterai là-dessus, l'année dernière, en 2019, on a rendu raccordable, on a donné la possibilité à plus de 4,8 millions de foyers la possibilité de se raccorder à la fibre. C'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans. C'est-à-dire que le développement, grâce là aussi aux collectivités locales et aux opérateurs, le développement est massif. Et en plus de ça, on est en train de créer l'un des meilleurs réseaux européens. On pourra être fier de ce réseau du numérique.
Ça nécessitait de changer beaucoup de choses, on l'a fait et il faut continuer à y aller. Bref, le logement, moi, je pense qu'il va être vu différemment, c'est une certitude, demain par rapport à hier, parce que ce seront des nouveaux usages, mais il faut là aussi appréhender ces nouveaux usages avec beaucoup de lucidité et avec une volonté forte qui est de ne jamais recréer d'inégalité sociale. Eh bien, en conclusion, êtes-vous confiant et quelles sont les prochaines étapes, peut-être un plan de relance pour le secteur du logement? Je suis confiant parce que je pense que une dynamique est guidée aussi par une confiance. Et puis, comme je vous le disais en début d'entretien, les Français sont eux-mêmes confiants dans leur projet immobilier. Et puis, l'immobilier est un secteur solide. 2 millions de personnes y travaillent. On a des entreprises qui sont parmi les plus innovantes à travers le monde dans ce secteur-là. On a ces nouveaux usages qui apparaissent. On a un défi formidable devant nous qui est cette révolution environnementale pour lequel le bâtiment doit être un acteur majeur. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec ces aides à la rénovation énergétique. Donc, je suis confiant en ce sens où on a encore tant et tant à faire avec des acteurs solides et avec une vraie envie. En revanche, aujourd'hui, ma mobilisation, elle est terre à terre, si j'ose dire. D'accompagner la reprise qui nécessite beaucoup de travail parce qu'il y a toujours ces enjeux sanitaires, il y a parfois des enjeux de surcoût. Il y a cet accompagnement des acteurs que je voudrais vraiment remercier parce qu'ils font du très bon boulot. Mais voilà, un, la reprise, et deux, surtout éviter qu'un trou d'air apparaisse à l'automne. Et donc, tout mon ministère est aujourd'hui orienté pour accompagner le secteur pour éviter que le trou d'air apparaisse à l'automne dans les chantiers, les constructions, et donc en fait dans le secteur qui pourrait impacter les PME ou les ETI dans nos territoires. Et donc, c'est ce coup d'avance, si je puis dire, mais qui est une évidence. Tous les professionnels du logement, du BTP l'ont bien en tête, mais je peux vous dire que je l'ai bien en tête aussi, c'est d'éviter le trou d'air à l'automne, c'est-à-dire de faire en sorte que les carnets de commandes repartent maintenant et pas après, maintenant. Je crois que c'est très important. Julien de Normandie, merci beaucoup. Merci à vous.